Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Hello à toutes et à tous. Avant de vous plonger dans le nouvel épisode, je voudrais vous parler de mon plus récent coup de cœur, celui que j'ai eu pour le travail de Marine de Quentin, illustratrice et directrice artistique indépendante engagée. Et croyez-moi, ses créations filent la pêche et le sourire. Biberonnée à la créativité, à la couleur et au design, Marine a fait des études de direction artistique et de graphisme. Elle a créé ensuite un studio de graphisme et s'est lancée dans le dessin toute seule. Et elle a super bien fait. Grazia la repère très vite pour illustrer ses éditos et à partir de là, s'enchaînent des contrats avec des marques de mode et de beauté ultra connues comme Hermès, Glossier, Caudalie, Phyto, Maison du Monde, Olidermy et plein d'autres. Et alors là, elle devient littéralement une star sur les réseaux sociaux. Ses dessins sont tout simplement canons, ils collent à l'air du temps, ils sont toujours ultra positifs, dégagent de bonnes vibes avec autant de douceur que de couleurs ultra pop et féminines. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable de retranscrire une humeur, une envie, une réflexion ou une actualité. Depuis 2019, elle met ses valeurs d'engagement, d'inclusivité et d'éco-responsabilité au service de son travail et ne collabore désormais qu'avec des marques engagées. Marine est donc une Sustainable Illustrator qui retranscrit avec douceur et engagement le monde qui nous entoure. Elle fait tout, visuel pour éditorial, conception numérique, affiches, couverture de livres et peinture. Et devinez quoi, elle a accepté de faire le nouveau logo de Réel. Alors rendez-vous sur le compte de Marine de Quentin et sur celui de Réel pour me dire ce que vous avez pensé du nouveau logo. Et sans plus tarder, on passe à l'épisode avec Hortense Deroux. Hortense, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir à plusieurs titres, mais je vais te demander, comme à tous mes invités, de te présenter si ça ne te dérange pas, autant personnellement que professionnellement. Merci beaucoup de ton invitation, Estelle. Je suis ravie d'être là. Écoute, moi, je m'appelle donc Hortense Deroux, j'ai 40 ans, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Ouais. Une fille de 11 ans et 2 garçons de 9 et 5. À côté de ça, donc j'ai une autre activité, ma vraie activité professionnelle, c'est que je suis avocat depuis une quinzaine d'années, associée dans un cabinet qui s'appelle Ashurst, qui est un cabinet d'affaires international, et moi je m'occupe de contentieux civil commercial, donc pour tout ce qui est contentieux un peu complexe, on va dire, du droit des affaires. D'accord. Voilà, je plaide. Et puis à côté de ça, il y a 3 casquettes en fait. Et la 3e casquette qui est très importante aussi, c'est mon activité bénévole. J'ai depuis de nombreuses années un engagement sur les sujets féminins. Et donc depuis 2018, je suis la présidente de Grandes Écoles au féminin, qui est une association qui œuvre pour la place des femmes dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui a fait, alors on va parler bien entendu de cette association, c'est une association, n'est-ce pas ? Oui, c'est une association. Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que tu aies eu envie de t'engager en fait sur cette cause-là ? Alors, c'est arrivé assez naturellement à ma sortie d'école. En fait, j'ai un parcours classique maintenant pour les avocats d'affaires. C'était l'école de commerce. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait du droit et après j'ai fait une école de commerce. Et je suis arrivée, et je dois avouer qu'en fait... si tu veux, l'enseignement que j'ai eu à la fac m'a pas du tout emballée. Après, tu vois, mon bac, j'ai pas voulu aller en prépa. Voilà, j'ai voulu aller à la fac. Je voulais faire du droit, mais je n'ai pas du tout aimé la manière dont on enseignait le droit. Et donc, j'ai eu besoin de partir assez vite. Donc, je suis partie en fait d'abord à UCL en Erasmus en licence. Et j'ai trouvé ça génial parce que tu avais une manière d'enseigner qui était beaucoup plus proche des étudiants, beaucoup plus pratique. Tu t'appropriais les concepts au lieu d'avoir quelqu'un qui te les annonnait. Tu vois, dans des amphis de 900 personnes. Enfin, moi, j'aimais pas ça. Donc voilà. Je suis rentrée à Paris, j'ai fait ma maîtrise parce qu'il fallait faire une maîtrise. Et puis très vite, j'ai voulu... je cherchais un moyen de faire autre chose. Et ça m'avait même un peu éloignée du droit, vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'ai présenté Sciences Po et les écoles de commerce. Et donc, j'ai eu le concours d'HEC. Je suis rentrée en 2e année. Et là, j'ai eu une découverte, une découverte un peu de
de l'autre, voilà, de l'altérité, du fait que tu avais d'autres parcours. Enfin, c'était moins uniforme en fait que ce qu'on avait à la fac, une plus grande richesse humaine. Et quand je suis sortie d'école, assez vite, j'ai eu envie de rendre à la communauté ce que l'école m'avait apporté. Et je pense que mon parcours était fait que j'ai peut-être plus valorisé que quelqu'un qui a bossé en prépa pendant 2 ans comme un dingue et qui finalement on a tellement rêvé qu'une fois qu'il arrive là-bas, peut-être qu'il y a même une désillusion, je sais pas. Mais en tout cas, moi qui n'avais pas du tout vécu ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, j'ai eu envie de rendre. Et c'est comme ça que je suis arrivée au bénévolat, par HEC Alumni. Mais par la cause féminine, c'est-à-dire c'était ce prisme-là et rien d'autre pour toi ? Alors oui, une fois que j'ai eu envie que ce déclic bénévole est arrivé, j'ai regardé un peu ce qui se passait et j'ai fait une rencontre, parce que c'est souvent ça en fait, hein, les trajectoires, c'est que tu rencontres des gens qui t'orientent. Et j'ai rencontré la présidente d'HEC au féminin à la suite d'un événement qui s'appelait à l'époque Fabienne Schwalb. Et Fabienne m'a totalement enthousiasmée, elle m'a embarquée dans son truc et elle m'a surtout fait confiance. Voilà, elle cherchait évidemment des bonnes volontés, mais elle m'a fait confiance en me donnant des missions qui étaient en fait assez stratégiques pour HEC au féminin, au sein de la communauté HEC, au regard notamment du fait que j'avais finalement une disponibilité qui n'était pas forcément énorme. Et donc, j'étais pas en mesure d'être une bénévole sur le terrain, tu vois, vraiment organiser des événements lourds et tout ça. Bien sûr. Mais que je pouvais avoir une vision périphérique et un peu stratégique des sujets. Et donc, très vite, je me suis occupée des sujets féminins au nom d'HEC au féminin dans la communauté HEC. Et du coup, Femmes Grande École, ça regroupe, je crois, presque 400 000 personnes, c'est ça ? Oui, Comment alors ça se passe en fait ? Parce que vous fédérez plusieurs écoles. Enfin, les grandes écoles, finalement, c'est quoi ? C'est les écoles de commerce ? Alors en fait, grandes écoles au féminin, parce que j'ai commencé à parler d'HEC, tu vois, c'est le prisme. Mais j'y suis arrivée par là, c'est pour ça. C'est qu'en fait, à un moment, HEC Alumni m'a dit, il faudrait que tu représentes grandes écoles au féminin. Enfin, HEC, pardon, au sein de grandes écoles au féminin. Parce que grandes écoles au féminin, c'est une association dans laquelle il n'y a que 10 membres. Et les 10 membres sont les associations d'anciens des grandes écoles. Donc, tu as effectivement les écoles de commerce HEC, ESSEC, ESCP. Après, tu as les écoles d'ingénieurs qui sont X, Mines, Pont, Centrale. Et puis après, tu as l'INSEAD, Sciences Po et l'ENA. Voilà, donc, tu as ces 10-là. Et donc, c'est une association atypique parce que tu as très peu de membres, donc tu as les 10, mais en réalité, on touche plus de 400 000 diplômés, effectivement. C'est ça. Voilà. D'accord. Je reviens juste sur la cause féminine. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as observé des choses qui t'ont choqué pendant ton parcours en grande école ? Est-ce que tu as observé des trucs parce que je sais qu'il y a des choses qui sont sorties Bien sûr. Il y a quelques temps maintenant, je crois. C'était il y a peut-être 3-4 ans, je sais plus. Voilà, sur des remarques, des comportements, des choses qui allaient pas dans les écoles de commerce vis-à-vis des femmes. Mais est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà ressenti ça ? Alors moi, j'ai pas vraiment été victime de ça. Après, oui, t'as une ambiance de boys club et de gens populaires et de BDE, et voilà, qui font que tu peux avoir des comportements qui ne sont pas très inclusifs, voire même excluants ou stigmatisants pour certaines personnes. Donc, il faut faire très attention à ça. Et les écoles bossent beaucoup là-dessus. Mais c'est certain qu'il y a encore des personnalités, si tu veux, qui sont sur ces campus et que vu que c'est une sorte de bocal. Bien sûr. T'as un instinct grégaire, t'as des gens qui peuvent suivre des mouvements. Donc oui, il y a des choses qui peuvent se passer, ça m'étonne pas plus que ça. Et je pense que c'est une tâche très difficile pour les écoles d'arriver à totalement endiguer et à changer cette culture. Mais voilà, ça avance, mais il y a encore des comportements complètement idiots sur les campus, ça c'est clair. Je voudrais qu'on parle un peu de l'action en fait de l'association. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors concrètement, donc c'est une association qui a pour vocation, qui est vraiment un think tank. Voilà. D'accord. Donc l'ADN de GEF, c'est les études. Ça fait 20 ans maintenant, parce que c'est notre anniversaire cette année. Depuis 2002, qu'il y a des études qui sont conduites tous les 2 ans, 2 ans et demi, parce que c'est une activité totalement bénévole pour tout le monde, donc on n'a pas énormément de moyens. Mais on fait des études qui sont très sérieuses et quali, et on est accompagné par des institutions
comme BVA, tu vois, pour nous épauler, et qui ont un grand retentissement quand même parce que on interroge notre base, donc ces 400 000 diplômés, qui sont représentatifs d'une sorte d'élite. Il ne faut pas avoir peur du terme, enfin en tout cas de gens qui ont toutes les cartes en main de pouvoir par la suite. C'est un peu pour ça d'ailleurs que vous prenez votre source dans les grandes écoles, c'est parce que vous êtes censé vous adresser à des gens qui vont certainement être, alors malheureusement ou pas, hein, mais après c'est un grand débat, mais qui sont censés être à des postes de direction, de présidence, etc. Tu parles à une population qui normalement a toutes les cartes en main et représente normalement effectivement un gros pourcentage de ce que vont être les dirigeants plus tard. Ce qui était intéressant, c'est que les premières études, et pourquoi elles ont été conduites, c'était vraiment pour faire le constat, et c'est comme ça que Jeff est né, c'est faire le constat des problèmes en fait et des inégalités de traitement. Et ce qui était intéressant dans ces premières études et ces premiers constats, c'est que cette population féminine qui avait toutes les cartes en main, qui avait donc coché toutes les cases de notre fameuse société française qui te demande de passer par tel parcours, tout ça, avait quand même des problèmes dans leur carrière, étaient bloqués, avaient le plafond de verre, avaient des inégalités salariales, des inégalités d'avancement. Donc ça, c'était les premières études qui étaient vraiment sur le constat et qui ont eu un gros retentissement puisque c'était un sujet, il y a 20 ans, qui était encore assez pionnier. Personne n'en parlait. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Et surtout sur une population de gens extrêmement qualifiés, où tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de sujet, en fait. Et en réalité, même sur ces personnes très qualifiées, il y avait un vrai sujet. Et donc, l'objectif de Jeff, c'est vraiment de travailler sur un échantillon donc atypique, mais qui permet d'éveiller les consciences peut-être de manière un peu plus forte et un peu plus rapide. Parce que s'il y a des problèmes à ce niveau-là, j'imagine bien que dans la société, c'est en fait amplifié beaucoup plus. Bien sûr. Donc ça, c'est la première action. Ouais. Après, il y a 2 autres volets. Il y a un volet transverse qui est évidemment le travail qu'on fait avec les ministères, le gouvernement, le lobbying, en fait, entre guillemets. Ouais. Et puis sinon, des actions très concrètes. Depuis plus de 10 ans maintenant, on fait des petits déjeuners avec les hommes et les femmes qui comptent dans l'économie, dans le monde, enfin dans la société. Donc ça peut être des philosophes, ça peut être des dirigeants du CAC 40. Hier matin, c'était Sabine Roux-Bézieux, qui est la présidente de la Fondation de la Mer. Donc voilà, sur le sujet de l'écologie, de l'océan. J'ai vu, ouais. Donc voilà, des rencontres qui sont là pour... À nouveau, ça a un peu évolué. Il y a 10 ans, c'était pour éveiller les consciences de ces patrons et de ces dirigeants. Aujourd'hui, c'est plus pour inspirer et donner des bonnes pratiques aux personnes qui viennent et qui sortent du petit déjeuner Jeff. J'espère, en se disant, si ça a marché dans telle boîte, je peux le faire chez moi. Tiens, je suis sortie avec cette idée-là, ou au contraire, ça m'a inspiré. Hier, tu vois, il y a plein de gens qui ont été inspirés et qui ont dit, ça me donne envie de lancer tel projet. Voilà. Ça, c'est le deuxième axe. D'accord. Et après, le troisième, pardon. Non, vas-y. Le troisième, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Donc, on a un week-end de hackathon dédié à l'entrepreneuriat au féminin qui aura lieu au mois de mai, là, cette année, 14 et 15 mai. Okay. Et donc, on est le seul hackathon, enfin, jusqu'à l'année dernière, on était le seul hackathon dédié aux femmes qui n'a pas de critères de développement de la boîte. Donc, t'as pas besoin d'être en seeds ou au contraire d'être plus développé. D'accord. Tu peux arriver soit avec une page blanche. À l'inverse du Galion. Ouais, parce que le Galion, il faut avoir levé de l'argent. Exactement. Nous, tu peux vraiment arriver avec ton idée sur une page blanche, n'avoir jamais rien levé encore, et juste tu vas tester ton idée, commencer à travailler sur le concept. Et on a, en équipe, enfin. En équipe, un hackathon où en fait, le seul critère, c'est d'avoir une femme porteuse du projet. Et t'as une trentaine de candidates, si tu veux, qui se présentent au début du week-end. T'as un premier jury qui fait la sélection de celles qui vont passer les 5-6 idées porteuses, enfin peut-être 10 idées porteuses. Tous les autres restent le week-end, s'agrègent autour d'un des projets. D'accord. Tout le monde travaille pendant 48 heures avec les mentors qu'on a, les coachs et tout ça. On a un écosystème maintenant qui est super autour de ça. Ouais, c'est génial. Et à la fin, tu as un jury final où donc tu as les pitchs de celles qui ont bossé tout le week-end. Mais qui peut participer à ça ? Toutes les femmes. N'importe qui. À n'importe Même si qui. t'as pas fait une grande... Ah ouais, c'est ouvert à tout le monde et on a des profils hyper variés. Ça va de l'étudiante de grande école où là tu t'attends un peu à avoir cette population, à au contraire des femmes beaucoup plus mûres qui sont en deuxième partie de vie professionnelle.
qui sont en reconversion ou qui sont encore en poste mais qui veulent tester une idée. Il faut communiquer sur ce truc, c'est génial. Mais on communique, mais c'est grâce à toi, il y aura encore plus de gens qui sont au courant. Ah ouais, vraiment, et la prochaine édition est le 14 et 15 mai. Donc là, vous avez bouclé les dossiers ou Non, là, on lance les inscriptions. Les candidatures, ouais, ok. Donc, faut regarder sur le site de Jeff. Ça s'appelle le Jeff Startup. Génial. C'est canon et ça a lieu à l'espace Léonard dans le 12e. Donc, c'est hyper sympa en plus. C'est hyper joli. Donc, top. Ouais, c'est top. Petite question un peu pratique. Tu me disais que vous aviez pas beaucoup d'argent, mais c'est-à-dire que les alumni ne cotisent pas comme quand tu fais partie d'une école de commerce, tu peux cotiser à l'association des anciens. Mais là, du coup, vous n'avez pas de remontée de cet argent-là? Comment vous avez zéro argent? Ouais, alors pendant très longtemps, les zéro argent, c'était le deal en fait avec les assos d'anciens qui ont accepté, parce que c'est quand même particulier. On est le seul véhicule où tu as ces 10 écoles qui parlent ensemble d'une même voix. C'est vraiment assez atypique. C'est bien. Et donc le deal de départ, c'était on vous autorise à faire ça, à utiliser la puissance des réseaux, mais vous débrouillez comme vous pouvez, quoi. Et puis au fur et à mesure, nos partenaires, si tu veux, ont tous maintenant des contraintes de plus en plus fortes budgétaires. Donc tous les sponsors qu'on a pour nos événements, si tu veux, les budgets se sont réduits. Donc effectivement, on n'a aucun budget de fonctionnement. J'ai pas de permanent, j'ai rien du tout. J'ai que des bénévoles. Et c'était un des objectifs quand je suis devenue présidente, c'était d'arriver à obtenir quand même une petite cotisation de nos membres, de nos 10 membres. Bien sûr. Et donc, depuis l'année dernière, ça y est, c'est fait. D'accord. Donc maintenant, on aura quand même cette petite souplesse, ce petit matelas qui fait que on n'est pas en stress financier quand on fait nos actions. Et ça, c'est quand même plus confortable. Ok. Mais vous êtes toujours en recherche de sponsors, etc. Mais oui, tous mes événements, en fait, sont sponsorisés. Je fais jamais un événement sans sponsor. Ok, top. Ouais. Donc, appel à candidature également pour le sponsoring. Exactement. Je voulais te parler des écoles d'ingénieurs parce qu'en fait, là, j'ai vu passer beaucoup d'articles sur déjà l'ENA qui attire de moins en moins de monde de manière assez globale. Mais après, c'est vrai que les ingénieurs aujourd'hui sont majoritairement des hommes. Est-ce que selon toi, techniquement parlant, c'est un frein, ma question est un peu bêta, enfin un peu râler pas crête, mais voilà, est-ce que c'est un frein qui, selon toi, vient de l'esprit des femmes? Est-ce que les femmes ont moins envie d'être ingénieurs? Est-ce que c'est parce que y a beaucoup d'hommes dans ce secteur que les femmes osent moins y aller? Enfin, est-ce que tu as des retours là-dessus, toi, des retours terrain ou des échanges que tu as pu avoir sur ce sujet-là? Oui, alors il y a un gros problème d'orientation et la réforme du bac a vraiment pas aidé pour ça. Et d'ailleurs, nous, on l'avait identifié assez tôt, mais on n'avait pas justement de budget pour bosser là-dessus. Mais c'est enfin sorti. On ne peut pas demander à des enfants aussi jeunes d'abandonner des matières qui sont fondamentales pour certaines carrières, alors même qu'ils n'ont pas connaissance de ces carrières-là. Ils ne connaissent pas ça. Donc soit on fait une information en amont et on leur explique quels sont les débouchés de ces différents choix, de ces différentes options. On peut pas les laisser, enfin c'est criminel de les laisser faire ça à l'aveugle juste parce que t'as 15-16 ans et que tu dis que finalement les maths c'est un peu chiant. Oui, mais en fait c'est pas forcément peut-être le truc, moi j'en ai pas fait, je suis pas ingénieur, mais c'est pas le truc peut-être le plus drôle pour tout le monde, sauf que les métiers que tu peux faire derrière, il y a des métiers qui sont passionnants. On nous fait pas rêver en fait. Ouais, et qui te demandent un minimum de ça, ou pour qui les maths c'est fondamental, c'est vraiment fondamental. Et quelqu'un qui a des facilités ou qui peut, et qui juste va abandonner ça parce que trouve ça pas cool, si tu veux, va peut-être se fermer vraiment tout un pan de carrière. Et surtout quand tu vois les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, c'est clé, on peut pas abandonner ça. Et donc il y a un vrai problème de fond finalement qui concerne pas que les femmes. Il y a un problème de flux. Et les filles sont particulièrement touchées par ça. Et Blanquer l'a quand même reconnu sur le fait qu'il y avait un problème de féminisation des filières scientifiques, enfin de ces choix, de ces options. Il y a beaucoup de filles qui ont abandonné ces matières-là. Et ça va créer énormément de problèmes. C'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs essayent de recruter des filles. Enfin, les boîtes qui ont besoin d'ingénieurs essayent de recruter des femmes. Ça commence à ruisseler un peu chez les écoles d'ingénieurs, mais si t'as personne derrière au lycée, bien sûr, on va pas arranger la situation. En fait. T'as raison. Donc il faut vraiment partir de... C'est bien de le souligner, qu'il faut partir des bases en fait. Il faut partir de la base, il faut partir de l'école depuis tout petit. Et ça, il y a des entreprises qui sont hyper impliquées là-dedans, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à réfléchir à la manière dont les entreprises peuvent s'impliquer en direct. Mais un exemple tout simple, il y a un dirigeant qui s'appelle Philippe Berthet-Rotière qui est très
très impliqué sur la question des femmes. Il dirige une société qui s'appelle GTT, qui est une espèce de pépite française sous-médiatisée, mais qui est une société très impressionnante. Et lui, qui est convaincu de ça, il a notamment fait avec les éditions de l'Arrosoir un petit livre hyper simple qui s'appelle, alors je sais plus quels sont les prénoms, c'est genre Michel, ingénieur, et de l'autre côté, si tu le retournes, c'est Amélie, ingénieur, tu vois. Enfin, je sais plus. Mais... Et en gros, c'est exactement la même chose. C'est le même livre qui peut être pris par une fille ou par un garçon dans un sens ou dans l'autre. Et c'est un rôle modèle, tu vois, ça permet de se projeter pour des enfants petits, de dire, en fait, c'est quoi le métier d'ingénieur? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Et tant qu'on n'a pas des supports comme ça, un peu didactiques, un peu sympas pour les enfants, pour qu'ils se rendent compte de ce que sont ces métiers-là, on n'arrivera pas à changer les choses. T'as raison. Et même pour les ados un peu, je vois, mes enfants sont encore un peu petits, mais je vois bien que les nouvelles générations, ils sont hyper concernés par les questions d'écologie, par les questions de, tu vois. S'ils veulent changer les choses, c'est aussi en étant à l'intérieur du système et en travaillant sur ces sujets-là. Alors, c'est beaucoup des sujets d'ingénieurs, tu vois. Bien sûr, ou scientifiques. Ou scientifiques, d'inventer des nouveaux modes de consommation, des nouvelles matières, des nouvelles... Voilà. Donc, il y a... Non, je suis entièrement d'accord. Mais c'est intéressant. Ce sont des métiers fascinants, quoi. Mais c'est la première fois qu'on me répond ça et je trouve que c'est très intelligent comme réponse. Je voulais te parler aussi d'un article que j'ai lu dans Le Figaro Madame. Il y a un chiffre qui m'a fait un peu peur, j'avoue, en tout cas un peu frissonner. C'est la part des femmes interrogées dans les médias a chuté, je crois, l'année dernière de 38 à 20%. Alors, c'est pas un chiffre qui me fait plaisir. Et cet article, il a été fait dans le cadre d'une de tes interviews, puisqu'à l'époque, je crois que l'association GEF avait co-écrit ou co-créé une charte avec Jamais sans elle, c'est ça? Ma question est un peu... Oulala, excuse-moi, mais l'objectif, c'était quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on a... Vous avez constaté avec Jamais sans elle... En fait, il y a eu l'effet confinement, voilà, l'effet Covid, si tu veux, enfin Covid avant confinement, a créé effectivement un séisme à tous les niveaux, ok, et une sorte de repli. Et il faut se souvenir des mots de Simone Veil, il suffira d'une crise. Voilà. Elle a raison. Et c'était vraiment un exemple, une illustration incroyable. Il y a eu cette crise sanitaire et il y a eu ce repli sur soi. Et donc, la femme à la maison. On a vu ça a été traité dans plein d'articles. Je vais pas revenir sur tous les sujets, mais en plus de ce retour de la femme à la maison, tout le monde veut devenir la ménagère parfaite, à faire des gâteaux comme si c'était 3 étoiles. Enfin bon, bref, une espèce de course ridicule qui ressemble un peu à la vision des années 50. Housewife. Voilà. Et bien, tu as eu dans les médias en parallèle une disparition des femmes. C'est-à-dire que pendant toute cette période, tous les experts qu'il y a eu, c'était des hommes. C'était hallucinant. C'est vrai. Même sur des métiers entre guillemets féminins comme les infirmières, le corps médical et tout ça, où il y a quand même une représentation des femmes énorme, tous les médecins, c'était des hommes. T'as raison. Et donc, ça a été mesuré. Effectivement, on est passé de 38% à 20%, ce qui est quand même une dégringolade absolue. Et suite à ça, on a effectivement initié une démarche pour créer une charte, qui est la charte GEF pour les diplômés de l'enseignement supérieur, où on s'est engagé, on demande à nos signataires de prendre 3 engagements. Donc, le premier engagement, c'est d'avoir une gouvernance qui tend vers la parité. On dit tendre vers la parité parce que quand je m'adresse à des associations d'anciens ingénieurs, par exemple, c'est plus compliqué. Je peux pas nier le fait que ce soit plus compliqué pour eux parce qu'ils ont un stock, bien sûr, si tu veux, de diplômés qui est beaucoup plus masculin. Mais il faut au moins qu'ils montrent qu'ils vont dans le bon sens. Ouais. Voilà, donc on a fait une formulation en disant ça tend vers la parité, il faudrait que ce soit représentatif au moins de ce qui se passe sur les campus. Tu vois, pas forcément sur le stock d'alumni, mais sur les campus, pour montrer un peu l'évolution. Le deuxième engagement, c'est de faire des formations chaque année sur les biais et les stéréotypes. Et le troisième engagement, c'est effectivement d'organiser le fait qu'il n'y ait pas de panel sans qu'il y ait au moins une femme. À partir du moment où tu as 3 intervenants, tu as forcément une femme. Et donc, on a fait ce partenariat finalement avec ToGap, qui est un collectif d'associations. D'accord. Qui regroupe beaucoup d'associations de femmes du secteur privé et du secteur public. D'accord. Et qui a créé une base d'expertes qui est vachement bien foutue,
Donc c'est la base d'experts ToGap. Et donc on a fait dans cette charte. ToGap, ça s'écrit comment? C'est écrit 2. Oui, c'est et ça. après, gap comme un gap en anglais. Ok. Et donc tu as la base d'experts. Et ce qu'on a négocié comme partenariat, c'est que toutes les associations d'anciens pourront piocher, tu vois, avoir accès à cette base d'experts quand ils ont un problème de panel et qu'ils n'arrivent pas à avoir une femme et qu'ils n'ont pas la compétence en interne. Et aussi, ils pourront mettre leurs experts dans la base. Donc en fait, c'est win-win dans le sens où tu as accès donc à des expertes de toutes sortes, de tous bords, et toi-même, tu valorises ton réseau. Donc, je sais pas, moi, si je suis l'association des anciens des ponts, je peux mettre toutes les femmes mais ça aussi, ingénieurs. Que toutes les chaînes de télé et les médias le fassent finalement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, ils ont une tendance à aller récupérer un gars qu'ils ont vu dans une télé pour le faire pas. Parce que c'est ça aussi. Exactement. Il y a une sorte de mécanisme dans la recherche d'invités ou d'experts qui est presque automatisé parce que bon, ça va très vite. Donc ça va très vite. Parle le temps de réagir, mais s'ils sont au courant qu'il y a ce genre de base de données entre guillemets. Ça peut être intéressant, mais je suis étonnée. Alors peut-être que je suis complètement à la masse, mais tu vois, j'apprends plein de choses avec toi. J'étais pas du tout au courant de tout ça. Non, mais donc ToGap, c'est effectivement cette base-là. Et après, tu as aussi, il y a Vox Femina aussi, qui est une initiative de ce type-là aussi. Vox Femina, je connais. Voilà, donc il y a eu plusieurs initiatives. Nous, on a fait le partenariat avec ToGap parce que Jeff est membre de ToGap et que donc c'était assez naturel. Voilà. Et donc on a lancé la signature de la charte depuis quelques mois. Okay. Et j'ai déjà plusieurs signataires, à la fois des anciens membres, associations d'anciens membres de Jeff, mais aussi des associations d'anciens extérieurs. Ok. Parce que c'est ouvert à tout le monde. Ok. Hortense, on est entre deux tours. Quand on enregistre, là, on est le 12 avril. Tu me parlais tout à l'heure du 3e volet de l'association qui était plus axé sur le lobbying. Ouais. Qu'est-ce que tu demanderais là, si tu rencontrais le prochain président de la République ou la prochaine, enfin, j'ai envie de dire, si tu avais 3 mesures, 2 mesures, 1 mesure même, quelque chose que tu veux vraiment faire passer, voilà, comme demande en fait, tout simplement. Alors après, est-ce que c'est un projet de loi, une proposition de loi, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu demanderais? Alors j'ai une mesure en fait, enfin une demande principale, c'est en fait de créer une autorité, un peu sur le modèle de l'AFA, l'autorité française anticorruption, qui aurait pour mission, si tu veux, de surveiller l'application des textes sur les sujets de parité. Déjà existants en plus. Déjà existants. Ouais. Je suis pas forcément pour. La loi X1 était une superbe étape. Il fallait le faire. Moi, je suis très pro quota, donc j'ai pas de problème à. Voilà, je trouve que les instruments législatifs sont importants. Elle était dans le podcast, hein, Marie-Pierre. Ah. Voilà, je trouve que les instruments législatifs sont très importants, mais je suis avocat et donc je sais que il faut des lois, mais il faut aussi des sanctions. Il faut les faire respecter. Et donc si pour moi, on a déjà des dispositifs qui existent et qui ne sont pas appliqués. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, en fait. Même dans le Code de commerce, il y a des dispositions qui existent. Et elles ne sont pas appliquées. C'est qu'il y a une méconnaissance aussi de la part des gens. Enfin, tu vois, il y a aussi une part de communication qui n'est pas faite. Parce que je crois que beaucoup de gens méconnaissent le droit ou les nouvelles lois, etc. Oui, tout à fait. Mais donc, tu pourrais avoir, c'est typiquement le rôle de l'AFA pour l'anticorruption, un rôle d'accompagnement, tu vois, et un rôle de sanction aussi, et de contrôle. Et donc ça te permettrait d'avoir, je pense, enfin, ce serait une mesure forte pour montrer que... Mais ça paraît fou qu'il n'y en ait pas, en fait. Oui. C'est ça qui est, quand surtout tu m'en parles, ça semblerait logique, si tu veux, que ça existe déjà. Et qu'il y ait quelque chose de transverse, tu vois, que ce soit pas d'un côté, enfin bref, qu'il n'y ait pas de guerre entre les ministères situés sur ce sujet, voilà, et qu'il y ait une saine concurrence, on va dire, une saine émulation, et qu'il y ait une autorité indépendante là-dessus. Parce que Macron avait dit que c'était une des grandes causes du quinquennat. Il a fait des choses, je dis pas qu'il a rien fait, hein, au contraire, mais ça aurait été quand même incroyable. Si tu veux d'arriver à faire cette autorité, ce serait génial. Et l'AFA avait été créée notamment pour des raisons économiques, hein, parce que la corruption, ça coûtait, je sais plus, je crois que c'est 2% ou 3% du PIB. Les inégalités hommes-femmes, ça coûte à peu près la même chose. C'est ce que j'ai lu. Donc, si tu veux, t'as aussi une justification économique de créer ça, parce que si tu traitais aussi bien les hommes et les femmes
Ça augmenterait le PIB. Ça augmenterait le PIB. Donc moi, je trouve que ça justifie une autorité. Voilà, c'est ma seule demande. Elle est costaud, mais elle est bien. Je la trouve parfaite. Hortense, quand on a échangé ensemble la première fois, grâce à Marine de Quentin, on peut le dire quand même, parce que c'est elle qui nous a mis en relation. Elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Hortense. Donc, tu vois, je ne suis pas déçue, elle avait raison. On a parlé donc de qui tu étais. Tu es également une maman. Je suis très, 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 comment dirais-je, sensible à la cause du handicap. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou en tout cas, peut-être que je ne lis pas les bonnes choses. Je sais que tu as un enfant qui souffre d'un handicap. Déjà, de quel handicap il s'agit? Et en tant que maman, aujourd'hui, quel est ton regard sur l'inclusion du handicap dans notre société? Ouh là là, vaste question. Ouais. Alors effectivement, notre fille aînée donc est handicapée. Elle a un petit bout de chromosome en moins qui fait qu'elle a un retard généralisé. Donc c'est une enfant qui a 11 ans, ne parle toujours pas, marche avec une démarche pas tout à fait comme celle de tout le monde. Voilà, donc si tu veux, ça se voit, Tu l'as vu dès la petite enfance? Non, parce que c'était notre premier, donc on avait notre entourage, certaines personnes avaient commencé à avoir un peu des doutes au bout d'un moment, mais c'est difficile de l'entendre quand c'est ton enfant et que c'est ton premier. On trouvait juste qu'elle était un petit peu molle, tu vois. Mais voilà, donc le diagnostic, il est tombé quand elle avait à peu près 2 ans. Même si au fond de nous on commençait à sentir qu'il y avait un truc qui allait pas, mais le vrai diagnostic est tombé à 2 ans, quand moi j'étais enceinte jusqu'aux dents du numéro 2, donc c'était une période très sympathique. Et que les médecins te disent peut-être qu'en fait vous êtes porteur de quelque chose, enfin bref. Donc finalement les deux d'après vont très bien, et ça a été notre respiration à tous, toute la famille finalement, d'avoir derrière numéro 2, numéro 3. Donc de pas s'être arrêté juste à un enfant handicapé. Après donc cette petite fille elle est géniale, et en même temps je peux pas te dire que c'est une situation très positive. C'est évidemment très compliqué à gérer au quotidien, c'est évidemment désociabilisant. Ça te complique tout quand tu vas chez les gens, chez des amis, quand tu veux voyager, quand tu veux. Donc on peut pas on peut pas te dire, enfin je fais pas partie des gens totalement illuminés en disant c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Franchement je peux pas dire ça, et je dis à tous les parents, parce que c'est pas que les mères qui m'écoutent, qu'il faut aussi savoir dire que c'est difficile, et pas juste s'enfermer dans des postures de c'est un enfant merveilleux qui m'a appris beaucoup de choses. Certes, mais c'est quand même difficile. Bien sûr. Faut être réaliste en fait. Oui, il faut être réaliste là-dessus et assumer le fait que Bien c'est sûr. dur. C'est sûr. vraiment dur. Ouais. Après, la place dans la société du handicap est effectivement très compliquée. On est c'est le pendant de ce que j'ai dit sur Jeff, hein. On est dans une société élitiste. Donc il faut pas avoir peur du mot de ce que ça veut dire d'être une élite, et en même temps, quand tu es dans ce système-là, la place de la personne qui ne rentre pas dans les cases est très très difficile à trouver. Et notamment, on ne valorise pas ses vies. Donc on est dans un système d'assistanat. Donc c'est bien organisé pour assister. Donc typiquement, ma fille elle est dans un centre. On a eu beaucoup de chance, elle a trouvé une place dans un centre qui est super. Et il y a une prise en charge, ils viennent la chercher le matin, ils la raccompagnent le soir. Je veux dire, je peux pas me plaindre, c'est fantastique. Mais il n'y a pas sûrement un peu par manque de moyens, mais aussi une philosophie derrière qui est venue justifier ce manque de moyens. Au lieu de dire qu'on n'a pas de moyens, on organise une philosophie autour qui est que on place pas les enfants suffisamment au milieu des autres. Voilà. Il y a des initiatives, mais globalement, on va plutôt les parquer ensemble. Alors, ça leur fait du bien aussi, hein, et ça, c'était un enseignement quand Armand avait 7-8 ans, un truc comme ça. Une directrice de centre, qui était une amie d'amis, m'avait dit, tu sais, toi, tu penses que ça lui fait du bien d'être au milieu des enfants normaux dans l'école où tu essayes de la maintenir. Je me battais comme une folle pour essayer de la maintenir dans l'école normale. Elle m'a dit, mais en fait, ta fille, elle est en situation d'échec dans cette situation-là, alors que si tu la mets dans un centre spécialisé avec des enfants handicapés autour d'elle, elle se sentira peut-être plus valorisée. Elle sera plus valorisée parce qu'elle sera au milieu de personnes qui ont des difficultés aussi. Et c'est vrai qu'on a bien vu qu'Armand, elle a été très très heureuse très vite dans ce centre. Voilà. Donc il y a un équilibre en fait à trouver entre ce qu'on projette en tant que parent et le bonheur de l'enfant et son bien-être. Donc c'est pas évident.
je peux pas dire que tout soit bien organisé, mais il y a des choses qui sont bien faites en France. Mais excuse-moi, c'est un peu pas forcément un peu décousu, mais je comprends. En tout cas, il y a. Ça veut dire qu'il y a un juste milieu à trouver. On peut pas non plus dire qu'il faut absolument inclure les enfants. Non, tout doit pas tourner autour d'eux. En fait, et c'est pareil dans ma vie familiale. Bien sûr. Ma vie familiale ne peut pas tourner autour d'elle uniquement. Ouais. Tu vois. Et donc c'est pareil. Les autres, sinon, vont en pâtir énormément. Donc chacun a sa place. Et il faut pouvoir donner en fait à chacun. Et donc il faut pas se laisser aspirer non plus par le handicap qui pourrait devenir juste le centre. Mais moi j'ai vécu des trucs un peu durs en tant que mère, notamment quand elle était petite avec des. T'as des associations qui t'ont soutenue dans ce. J'ai pas vraiment cherché. Non, t'as pas cherché. Non, parce qu'après moi j'ai mes propres ressorts et je veux dire peut-être que je suis mieux équipée, mais c'est vrai que quand à 2 ans et demi, à 2 ans, elle avait son diagnostic et qu'il y a des gens dans des centres spécialisés qui m'ont dit vous allez arrêter de travailler. Tu vois, ils ont jamais dit ça à mon mari. C'est incroyable. Et pourquoi moi je devrais arrêter de travailler ? Non, moi c'est pas mon métier de m'occuper d'un enfant handicapé. Moi je suis une maman, mais en fait je suis pas une professionnelle du soin ou du handicap. Moi, je suis une avocate. Donc, voilà. Et ça a été... Donc, moi, j'étais bien armée. Moi, j'ai su dire, non, pas du tout, et rembarrer les personnes qui m'ont dit ça. Mais forcément, ça te fait un peu douter. Et quelqu'un qui est un peu plus fragile... a tendance à y aller ça peut être terrible, parce que pour le coup, là, tu t'enfermes complètement dans un truc. Et tu t'arrêtes de vivre. Et tu t'arrêtes de vivre. Donc, ce qui peut être aussi nocif pour ton enfant. Ah, mais bien sûr, parce que tous les enfants qui sont handicapés ou non ont besoin d'avoir des parents équilibrés et heureux dans leur vie. Donc, c'est évident. Merci pour ta transparence et ta sincérité et surtout pour ton apport parce que je pense que tu dis des choses importantes qui sortent un peu de ce qu'on peut lire ou entendre et c'est important. Hortense, je vais te libérer parce que je sais que tu es très très prise dans 4 minutes. La fin de mes interviews est toujours la même. Je leur demande à mes invités un coup de cœur, un coup de gueule et leur vision de la France. Oh là là. Il y en a qui mixent tout en même temps. Mais après, t'es pas obligé d'en avoir. C'est un coup de cœur, je sais pas, ça peut être un livre, un film, pas de coup de cœur. Un coup de gueule, c'est quelque chose que t'as envie de dire, une expression. Et vision de la France, c'est un peu compliqué parce que tout le monde, là, depuis 1 an, me parle que de politique. Ah non. Mais c'est pas forcément politique. Non, écoute... coup de cœur, je peux pas dire que ce soit... c'est un instant T, on va dire qu'aujourd'hui, mon coup de cœur, je dois avouer qu'hier, ma rencontre avec Sabine Roux de Bézieux, si tu veux, a été une révélation. C'était une femme absolument je voulais y aller extraordinaire, en fait, hyper accessible. Elle a fait un truc que aucun de mes invités ne fait d'habitude, et c'est typique, si tu veux, d'une femme qui a une carrière... très riche et avec des secteurs très variés. Elle est arrivée à 8h10, le truc commençait à la demi, mais on fait toujours un accueil à partir de 8h. Et elle s'est présentée à tout le monde, tu vois. Elle est allée voir les gens un à un. Ouais, elle s'est présentée. Les gens se sont présentés, on parlait avec elle. La classe. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc ça, si tu veux, c'est une démarche. Et avec elle, en préparant le petit déjeuner, on avait parlé de la notion de rôle modèle. Et elle m'avait dit, j'y crois pas trop, moi, en rôle modèle. Je me suis souvent construit en opposition à. Et je trouve que hier j'ai quelqu'un qui m'a inspirée, tu vois, rien que dans ce comportement vis-à-vis de l'autre. Bien sûr. Voilà, ça c'est mon coup de cœur du jour. Top. Après coup de gueule, tu peux ne pas en avoir, hein. Il y a plein de gens qui n'en ont pas. On peut faire motus. Hein. Non, pas vraiment. Je veux dire que je vais grouper ça avec la vision de la France. Je trouve qu'il faut se responsabiliser et j'en ai un peu marre. Je vais pas parler politique, mais j'en ai un peu marre des gouvernements qui déresponsabilisent les gens. Voilà. Et je pense que d'une société qui déresponsabilise un peu les gens. Moi, je pense qu'on est tous des adultes et on a besoin de prendre nos responsabilités et donc il faut pour ça nous laisser une sorte de liberté. Donc je suis plutôt pour une société où tu es libre et en même temps prends tes responsabilités et cet espace de liberté te permet de respecter l'autre. Et en fait, je pense que enfermer les gens dans trop de cadres crée des frustrations et derrière tu ne peux pas respecter l'autre quand tu es toi-même frustré, tu vois. Et donc si toi t'es libre, je pense que c'est ça, c'est ma vision, et pour moi ça permettrait de gommer, si tu veux, pas mal de
de friction, de stéréotypes, tous ces carcans qui, il me semble, enferment beaucoup de gens dans des rôles et dans des frustrations et qui biaisent le jeu. Voilà ma vision. Écris un bouquin, Hortense. Moi, je pense que tu as des choses à transmettre. Merci beaucoup de m'avoir consacré du temps. Je suis ravie de t'avoir reçu et très bonne continuation. Merci Estelle. Salut Hortense. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.